Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui à nouveau dans mon décor habituel puisque malheureusement pour moi les vacances se sont terminées pour parler de l'épisode 15 de Bleach, qui était intéressant même si je trouve que c'est quand même pas mal redondant par rapport à ce qu'on a eu lors de leur premier assaut, parce que on va se retrouver dans une situation dans laquelle les Quincy débarquent pour attaquer le Seireitei. Je résume grossièrement, j'expliquerai un peu plus en détail après. Ils affrontent les capitaines et les vice-capitaines, ils les défoncent, et on finit un peu là-dessus avec une touche d'espoir malgré tout qui n'était pas présente dans le premier combat, mais c'est vrai que ça fait redondant, mais c'était nécessaire en fait que ce soit en deux étapes, parce que fallait bien trouver un moyen de récupérer les Bankai. Là, visiblement, à la fin de l'épisode, Urahara dit qu'il a trouvé une méthode pour que les Bankai volés soient restitués à leurs propriétaires, et c'est évident que ça aurait pas pu arriver au premier assaut, parce qu'ils savaient même pas encore qu'on pouvait voler les Bankai. Donc il fallait ce deuxième combat, mais t'as vraiment l'impression des fois qu'on tire sur la corde dessus, parce que pourquoi ils ont tué personne au premier? Alors je sais que les gens vont me dire « Ouais, c'est normal, il y avait un temps limité et tout », mais Byakuya, il a fini encastré dans un mur pendant 3 plombes. On va pas me dire que le Stan Ritter qui l'affrontait pouvait pas le tuer. Après, c'est la puissance du scénarium, ils se sont mangés une grosse défaite, t'as la moitié des Shinigami qui étaient présents au Seireitei qui sont découpés en deux par terre, mais évidemment, aucun des personnages que l'on suit en dehors de Yamamoto, qui lui a fini par manger les pissenlits par la racine. Je sais que vous allez trouver ça normal, mais moi ça me dérange un petit peu, mais ça j'y reviendrai plus tard. Déjà, je voudrais parler du passage où ils sont attablés, j'ai envie de dire, au conseil, en train de discuter ensemble de la stratégie à adopter. Ça m'a tellement fait penser au Espada. Vous savez, avec Aizen qui est devant et qui donne des ordres et tout, là c'était quasiment la même chose, sauf que bah, c'était des Stan Ritter à la place. Ils expliquent que leur but c'est de vaincre le plus rapidement possible les capitaines, et aussi de leur faire perdre espoir. Alors, j'avoue que, encore une fois, je vais faire un peu mon chieur sur certains aspects, mais j'ai beaucoup aimé l'épisode, hein. Je précise avant, parce que si je commence à dire que des trucs négatifs, vous allez se dire « Oh putain, il casse l'épisode », mais non, j'ai trouvé ça bien quand même, mais il y a un point ici qui me dérange un petit peu, c'est que t'as l'impression qu'ils veulent jouer avec eux. Je veux dire, on t'explique d'un côté que Iwatch, il préfère les temps de paix, donc il veut absolument que la guerre se termine vite, donc il faut les exécuter rapidement, mais de l'autre côté, il explique qu'il faut leur faire perdre espoir. Ça veut dire leur faire du mal, les montrer qu'ils sont en souffrance, qu'ils sont inférieurs. Il y a même une règle, visiblement, dans laquelle les capitaines qui ont perdu leur Bankai, ce sont les personnes qui ont volé le Bankai qui doivent les affronter. Un peu comme si tu voulais les torturer encore plus, genre tu vas mourir avec la propre attaque. Parce que quand Basby il affronte Itsugaya, au bout d'un moment, il y a le mec qui a volé le Bankai d'Itsugaya qui se ramène en disant « Bah tu sais bien que c'est pas à toi de l'affronter, c'est à moi ». Donc je trouve ça un petit peu étrange, ce double jeu complètement hypocrite, où t'as vraiment l'impression que on t'explique que les Stan Ritter ils sont gentils, que c'est les Shinigami méchants, qu'ils veulent vite régler ça, et de l'autre côté il y a une sorte d'aspect de torture psychologique, en tout cas, qu'ils veulent faire au capitaine, qui vont pas ça va pas ensemble. Tu peux pas demander à vite régler le problème en les exécutant tous, et de l'autre côté dire « Bah attends, on va les torturer un petit peu, ça a l'air marrant ». En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'explication sur comment ils ont réussi à franchir la barrière. En fait, ils l'ont pas vraiment franchi. Ils expliquent que, quand ils ont dû fuir, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus au Seireitei et qu'ils sont cachés un peu dans l'ombre du Seireitei, pardon, et ça, c'est hyper malin. Si demain vous êtes recherché par les flics, le meilleur endroit où vous cachez, c'est dans un commissariat. Personne ne vous cherchera ici. Et là, c'est exactement ce qu'ils ont fait littéralement, et en plus, bah, du coup, toutes les défenses que les Shinigami auraient pu faire pour les empêcher d'entrer servent à rien, puisqu'ils sont déjà à l'intérieur. Donc ça explique en plus comment ils ont réussi à déjouer les défenses des Shinigami. Bon, par contre, Mayuri, il est un peu pute, parce que visiblement, il dit qu'il avait compris le fonctionnement, même s'il avait un doute. Il aurait peut-être pu en parler aux autres, hein? Bon, finalement, lui, il arrive à s'en sortir, parce que quand on voit, moi j'ai beaucoup aimé l'effet, quand on voit le Seireitei disparaître au profit du, j'ai oublié le nom, excusez-moi, je suis pas vraiment très doué en allemand, du lieu où étaient les Stan Ritter, et ben je trouve que c'est super bien fait cet effet-là, et ça montre encore une fois Alors, c'est une invasion sans en être une, parce qu'en fait, plutôt que d'attaquer, ils font venir les Shinigami à eux. C'est comme ça que je vois les choses. Et j'ai vu beaucoup de gens critiquer la CGI là-dessus, parce qu'ils trouvent que le ciel, il n'y a pas d'image, enfin il n'y a rien. Dans le ciel, c'est un fond rouge, en gros, je caricature, c'est pas exactement vrai, mais pour moi, c'est pas choquant. On est dans une sorte de monde, de sorte de couche de l'univers, on n'est pas vraiment dans le Seireitei en soi, enfin si, mais on est caché derrière, donc je peux tout à fait comprendre que les couleurs soient un peu saturées, etc., et qu'il n'y ait pas non plus 1 milliard d'effets dans le ciel, puisque en théorie, il n'y a pas vraiment de ciel, puisque on est dans l'ombre.
on est dans l'ombre, donc dans l'ombre, normalement, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'effet de jeu de teinte et tout ça, donc c'est pas choquant, et je trouve que les effets un peu blancs, très ternes, des Sternritter qui étaient dans le manga sont très bien retranscrits ici, donc moi, j'ai bien aimé la CGI qui était ici, elle a eu lieu à plein de moments. Est-ce qu'on va dire que c'est la meilleure CGI que j'ai jamais vue? Moi non, clairement. Mais il n'y a pas un moment où je me suis dit « Waouh, on voit bien que c'est de la CGI et ça me sort du truc. » Pas du tout. Et puis on va avoir en gros 2 combats et 2 talk no jutsu. D'un côté, c'est Kyuraku et sa vice-capitaine qui vont parler avec le numéro 2. Alors lui, il participe à la guerre et c'est un peu lui le chef de tout ça, alors que notre cher ami Yoryu, lui, il est avec Iwatch tranquillou. Et puis tu as aussi Mayuri qui va discuter avec un autre des Sternritter. Mayuri, comme j'ai dit, qui est très malin, il avait compris plus ou moins le système, c'est pour ça qu'il est plein de lumière là. Puisque comme il explique que les autres étaient dans l'ombre, bah pour ne pas être... pour être un peu immunisé, si je puis dire, bah lui, il brille de 1000 feux, le cher Mayuri, et sa vice-capitaine aussi. Alors... je me rappelle pas du pouvoir de la personne qui est face à lui, mais il est là à dire « Oh, vas-y, je vais pas t'affronter », il lui tourne le dos et il se bat, et comme Mayuri l'attaque pas, il se dit « Oh là, tu es très malin ». Et on se doute, d'ailleurs il dit aussi « J'ai bien fait de pas t'expliquer c'est quoi mon pouvoir ». En même temps, t'arrives, tu te fais « Bonjour, je m'appelle machin, mon pouvoir c'est ça », ça serait complètement débile de dire ça à l'adversaire, même s'il pense être vraiment supérieur à eux, mais Mayuri, il est malin, il dit, il me fait penser vraiment pour ça à Urahara, je trouve qu'ils ont quand même pas mal de points communs, même si Mayuri déteste qu'on dise ça, mais parce que... il serait pareil, Urahara. Attendre de comprendre comment fonctionne le Reiatsu de l'adversaire pour pouvoir l'attaquer de la meilleure des façons et contrer toutes ses attaques, voilà, ça, il se retrouve là-dessus. Et de l'autre côté, il y a 2 combats qu'on va voir. Le premier, c'est avec Hitsugaya et Basbi, que je trouvais très intéressant. Et le deuxième, c'est avec Omaeda et Soifon, qui affrontent un autre là. Comme j'ai dit avant, en fait, on retourne dans le même délire qu'avant. C'est-à-dire que on a des combattants qui sont là, qui vont affronter des capitaines et des vice-capitaines, et les vice-capitaines et capitaines vont perdre espoir, vont perdre le combat, on le voit avec les deux d'ailleurs, hein, et même, c'est précisé par Mayuri, le Reiatsu a disparu, alors ils sont pas morts évidemment, tu t'en doutes, mais tu sens qu'ils sont pas bien. Basbi, il arrive à niquer le pouvoir, alors c'est intéressant comment c'est dit, parce que notre cher ami Hitsugaya, il va se servir de Matsumoto en fait pour faire équipe et combler les lacunes de l'absence du Bankai. J'ai bien aimé d'ailleurs le jeu d'humour qu'il y a avec eux deux, avec Mayuri qui va dire « Oh, je suis content que t'aies perdu ton Bankai parce que grâce à ça, ça permet de faire un peu plus d'équipe et d'avoir voilà, un peu plus de cohésion. » Parce qu'avant, c'est vrai que t'avais Itsugaya qui faisait un peu le taf tout seul et Matsumoto était beaucoup en retrait. Et puis toutes les mimiques qu'elle fait, ou à un moment donné, quand ils font l'attaque papillon de millefeuille, ou je sais plus le nom, quand elle explique la technique, t'as Itsugaya qui est derrière, il fait « Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas ce nom-là qu'on a donné. » C'était une toute petite dose d'humour au milieu d'un truc qui était quand même un peu le climax de l'épisode, j'ai envie de dire. Et ça permettait ça permettait de rigoler en plein milieu d'un endroit où on n'est pas là pour rigoler, mais de façon tellement légère que ça passait super bien. Et Basbi, je trouve que c'est un des plus classes des Sternritter qu'on a pu voir. Il attaque avec son doigt comme ça, là, pouf, il transperce le truc de glace que Hitsugaya pensait infranchissable, et puis après, bah, il fait le truc avec les 2 doigts où schlac, il le coupe, il le taillade ici. Bah déjà qu'Hitsugaya, à ce moment-là du combat, il avait déjà commencé à fuir, parce que ça sentait mauvais, mais du coup, bah maintenant, c'est encore pire, parce que là, il se fait déglinguer, il est en PLS sur le sol, pareil pour Soifon, alors... avec Omaeda, le moment était un peu... je trouvais qu'il était un peu longuet, celui avec sa sœur qui discute et tout, même si c'était intéressant de voir un civil qui parlait avec un militaire, parce que bah tu t'attends à ce que le militaire rassure, et il a plutôt bien fait ça, Omaeda, même si il rassure par les mots, mais pas par les actes, hein. Omaeda, ça reste quand même un loser pour moi, et donc il va perdre le combat. On peut même pas parler de combat, c'est une séance de torture qu'il fait, où on lui demande où est son capitaine, et... il va attaquer la jeune fille. Alors la mise en scène était évidente. Quand il regarde Omaeda et puis qu'après il se tourne vers sa sœur, c'était évident qu'il allait la taper. On m'a dit, quand j'ai regardé ça en live, parce que je rappelle, on les regarde tous les dimanches, il sort le samedi, tous les samedis soirs en live Twitch, on les regarde ensemble, donc n'hésitez pas à venir, le lien est dans la description, je suis en live Twitch tous les soirs à partir de 22h30, mais on m'a dit, pendant le live, que c'était sa sœur qui se faisait toucher. Et que là, il y a une forme de censure avec Omaeda qui prend le coup à sa place. Je me rappelle plus honnêtement de ce passage-là. Est-ce qu'elle est morte? Je sais pas du tout. Mais j'ai trouvé ça normal qu'il se sacrifie pour elle. Et puis ça montrait un peu plus de coronesse parce que, comme j'ai dit, je trouve que c'est un loser. Donc le voir s'affirmer en faisant ça, en prenant une initiative, en anticipant un truc qui vient de se passer, ben c'est plutôt cool de sa part. Et puis Soifon qui va se la raconter. Bah comme avec Hitsugaya, en fait c'est pas exactement pareil, mais elle va se la raconter genre « Oh, j'ai réussi à améliorer ma technique du Shumko ». J'ai envie de dire...
ça fait limite des siècles que tu t'en sers, des décennies on va dire que tu connais cette technique-là, que tu ne la maîtrisais pas encore, et là il a suffi de 24 heures, ou pas plus, je pense que c'est pas plus de 24 heures, pour que tu arrives à passer le palier que t'as jamais réussi à passer en plusieurs décennies. Bah ça c'est classico-classique de tous les shonen, hein, on est d'accord. Hein. Quand tu vois par exemple que dans Dragon Ball, ils ont passé 4 ans à s'entraîner comme des forcenés à la fin de l'arc Freezer pour préparer l'arrivée des cyborgs, que ils ont eu aucun power-up, plus ou moins, bon si Vegeta a eu le SSJ1, mais c'est tout, il n'y a pas eu d'autres power-up, et que par contre, à partir du moment où Cell débarque, ils ont passé 1 an dans la salle d'esprit du temps, mais 1 an. C'est-à-dire que 4 ans, il n'y a quasiment aucune amélioration, enfin, ils devaient être plus forts, mais en tout cas, ça se voit absolument pas. Et par contre, 1 an de plus, et boum, métamorphose. Hein. Gohan, il passe de j'ai pas le SSJ1 à j'ai le SSJ2. Goku, il devient beaucoup plus fort. Vegeta, qui se fait mettre en PLS par ses 17 et ses 18, il dominerait complètement si jamais il les avait devant lui à ce moment-là, après la salle de l'esprit du temps. Voilà, c'est à peu près la même chose avec Soifon, donc je critique pas ça, tu vois. Je critique juste le principe de fonctionnement des shonen comme ça, où t'as vraiment l'impression des fois que les power-up ils pop un peu de nulle part. On finit avec la musique angoissante, puisque là, ben, les capitaines qui pensaient avoir le dessus, parce que, on a trouvé des techniques pour gagner, bah finalement pas du tout. J'ai adoré. Les OST, c'était ceux qu'on avait déjà entendus, je crois, dans la saison précédente, mais ils étaient top, encore une fois, très bien adaptés à la situation. Et donc on finit avec Mayuri qui... Alors, je sais pas où est passé le Stan Ritter qui était face à lui. Est-ce qu'il s'est barré? Je le vois plus à l'écran. Et puis, il y a Urara qui lui fait un petit coup de bigot au téléphone pour lui dire « Wesh, j'ai trouvé un moyen de récupérer les Bankai ». Je me demande, c'est quoi ce moyen de récupérer les Bankai? Je me rappelle plus du tout. Est-ce qu'il suffit de voir un objet qui va récupérer le Bankai comme eux, ils l'ont piqué? Ou est-ce que c'est un truc qui va permettre de casser le truc qui permettait de bloquer le Bankai? Vous savez, ils avaient une sorte de sphère comme ça, dans lequel était bloqué le Bankai. Peut-être que c'est un truc qui va casser toutes les sphères d'un coup, et ça justifiera un peu, là ça fait un peu scénarium, le fait que les Stan Ritter avaient pour ordre d'attaquer les capitaines à qui ils ont perdu le Bankai, parce que du coup, comme par hasard, le mec qui t'a volé le Bankai est devant toi, j'utilise le truc qui permet de récupérer mon Bankai, alors que si c'était pas le bon, peut-être que tu récupérais le mauvais, ce serait marrant d'ailleurs, de les voir récupérer des Bankai qui sont pas eux. Imaginez Kenpachi, il a pas de Bankai lui, mais imaginez, je sais pas, Renji, Byakuya qui récupère Yorimaru, ce serait rigolo, ça arrivera pas forcément, mais en tout cas, ça permet de garder un peu l'espoir pour le prochain épisode, parce que là c'est clair que, encore une fois, ils étaient un peu dans la merde. Alors comme j'ai dit au début, je trouve que ce combat était très redondant, parce qu'en fait on est sur les mêmes mécanisme que celui d'avant, à savoir les Stan Ritter qui attaquent, les capitaines super confiants qui se font mettre en PLS, et bon là il y a l'espoir en plus, mais du coup on en revient quand même au même point au début, mais c'était quand même nécessaire de faire un deuxième combat avec un petit délai entre les deux pour que Urahara réussisse à trouver un moyen de récupérer les Bankai pour que l'espoir renaisse. Voilà, en attendant, c'était un très bon épisode. Je pense que je ferai une petite vidéo sur ma chaîne principale, différence anime-manga, pour parler des choses qui ont changé, parce qu'il y a visiblement beaucoup de choses qui ont changé. J'aurai l'occasion de faire avec ces 2 épisodes-là, hein, vous verrez ça sur la chaîne principale. Peut-être demain, on verra, parce que j'essaie de Jujutsu Kaisen à faire aussi. En attendant, je compte sur vous pour me donner votre avis sur cet épisode dans la zone commentaire. Puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!